Le côté sombre du Brésil, la terre de violence qu'il cache au monde. Carnaval coloré, plage paradisiaque, football magique, musique contagieuse, et l'image d'un pays tropical où la joie du peuple surmonte toute adversité. Quand nous pensons au Brésil, nos esprits sont envahis par des scènes de Rio de Janeiro, les sourires chaleureux des Brésiliens, les beautés naturelles de l'Amazonie, et la promesse d'un paradis où la diversité culturelle crée une harmonie parfaite. L'industrie touristique brésilienne a investi des décennies à construire cette image, un pays exotique et accueillant où différentes ethnies coexistent pacifiquement, où la nature offre des spectacles uniques au monde, et où l'hospitalité authentique du peuple brésilien conquiert tout visiteur. Mais il existe un Brésil que les cartes postales ne montrent pas, que le gouvernement brésilien cache soigneusement aux yeux internationaux, et que les médias mondiaux préfèrent ignorer pour maintenir vivant le fantasme tropical. Une nation où 75 000 personnes sont assassinées annuellement, où les femmes sont tuées simplement pour être femmes, où les enfants sont recrutés par le crime organisé avant d'apprendre à lire. De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Dites-moi dans les commentaires d'où vous parlez, car après cette enquête, vous comprendrez pourquoi le Brésil que nous connaissons n'est qu'une façade soigneusement construite pour cacher l'un des pays les plus violents au monde. Il existe un Brésil où naître noir est presque une garantie d'une vie plus difficile, où être pauvre est une condamnation qui passe de génération en génération, où la police tue plus que les criminels, et où la corruption corrode les institutions de la base au sommet. Une terre où l'Amazonie est détruite pour enrichir quelques-uns tandis que les peuples indigènes sont exterminés, où les hôpitaux publics manquent de médicaments de base, et où l'éducation de qualité est un privilège pour ceux qui peuvent payer. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage à travers le côté le plus sombre de la terre de Pelé et du Christ Rédempteur. Nous découvrirons comment le crime organisé est devenu un pouvoir parallèle qui gouverne des territoires entiers, comment la violence policière terrorise les communautés pauvres, comment la destruction environnementale menace l'avenir de la planète, et comment l'inégalité sociale a créé un apartheid officieux qui sépare les Brésiliens en mondes complètement différents. Préparez-vous à découvrir que derrière le sourire et la musique existe un pays où la vie humaine vaut moins qu'une balle de fusil. Numéro 1, le massacre quotidien, 75 000 morts par an. Le Brésil n'est pas officiellement en guerre, mais a des chiffres de mortalité qui rivaliseraient avec les conflits armés internationaux. Avec environ 75 000 homicides annuellement, le pays tue plus de personnes en une année que beaucoup de guerres civiles tuent en décennies, transformant les villes brésiliennes en certains des endroits les plus dangereux de la planète en dehors des zones de guerre déclarées. Pour mettre ces chiffres en perspective, le Brésil a plus d'homicides annuels que les États-Unis, le Canada, l'Europe occidentale et l'Australie combinés. Toutes les 7 minutes, une personne est assassinée dans le pays. Chaque heure, plus de 8 familles brésiliennes reçoivent la nouvelle dévastatrice qu'elles ont perdu un être cher à cause de la violence. Natal, dans le Rio Grande do Norte, enregistre 102 homicides pour 100 000 habitants, un taux plus élevé que les villes syriennes pendant la guerre civile. Fortaleza présente des chiffres similaires, avec plus de 2500 meurtres annuels dans une seule ville. Salvador mène les statistiques parmi les capitales, avec des taux qui rendent la ville bayanaise plus dangereuse que Caracas ou San Pedro Sula. La jeunesse noire est la cible principale de ce génocide silencieux. Les jeunes noirs entre 15 et 29 ans ont 2,5 fois plus de chances d'être assassinés que les jeunes blancs du même groupe d'âge. Dans certaines régions métropolitaines, être jeune, noir et résident de la périphérie équivaut à une sentence de mort statistique, un jeune sur 100 avec ce profil sera assassiné avant l'âge de 25 ans. Ce qui rend ces chiffres encore plus choquants, c'est que la majorité des meurtres sont commis avec des armes à feu légales détournées du marché officiel. On estime qu'il y a plus de 17 millions d'armes en circulation dans le pays, une pour 12 habitants, avec 8 millions entre les mains du crime organisé par le vol, la corruption policière et les ventes illégales par des concessionnaires autorisés. Numéro 2, féminicide, une femme tuée toutes les 6 heures. Le Brésil mène une guerre non déclarée contre ses propres femmes. Toutes les 6 heures, une femme brésilienne est assassinée simplement pour être femme, plaçant le pays au 5e rang mondial des féminicides et créant un environnement où naître femme représente un risque constant de violence extrême. En 2023, plus de 1400 femmes ont été tuées par féminicide, un chiffre qui ne représente que les cas où la motivation de genre a été officiellement reconnue. Les organisations de droits humains estiment que le nombre réel est au moins 3 fois plus élevé, considérant les meurtres classés comme homicides simples mais qui étaient en fait motivés par le machisme, la misogynie ou la violence domestique. Roraima mène les statistiques avec 11,4 féminicides pour 100 000 femmes, un taux qui place l'État parmi les endroits les plus dangereux au monde pour être femme. Acre et Mato Grosso do Sul complètent le classement macabre, avec des chiffres qui surpassent des pays reconnus comme violents comme le Honduras et El Salvador. La violence domestique est épidémique et institutionnalisée.
Les recherches révèlent que 76% des femmes brésiliennes ont subi un type de violence de la part de partenaires intimes. Toutes les 2 minutes, une femme est physiquement agressée dans le pays. Toutes les 8 minutes, une femme est violée, des chiffres qui ne représentent que les cas signalés, puisqu'on estime que moins de 10% des viols sont rapportés. Aimez cette vidéo si vous croyez que ces réalités brutales doivent être exposées pour que le monde sache ce qui se passe vraiment au Brésil. Les méthodes de meurtre révèlent le sadisme extrême de la violence de genre brésilienne. Les femmes sont brûlées vives, démembrées, décapitées, battues à mort et torturées avant d'être exécutées. Dans de nombreux cas, les agresseurs documentent les crimes par des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux comme trophée ou avertissement pour d'autres femmes. L'impunité est presque absolue. Seulement 35% des cas de féminicide aboutissent à une condamnation, et même quand les criminels sont arrêtés, ils reçoivent fréquemment des peines légères ou s'échappent par des appels dilatoires qui peuvent durer des décennies. Numéro 3, racisme institutionnel, génocide de la jeunesse noire. Le Brésil, qui se vante d'être une démocratie raciale, opère le plus grand système de génocide raciste des Amériques. Les jeunes noirs sont systématiquement chassés, arrêtés et exécutés par un système qui nie officiellement l'existence du racisme mais fonctionne en pratique comme une machine d'extermination ethnique. La police brésilienne tue une personne noire toutes les 23 minutes. En 2023, plus de 6400 personnes ont été tuées par la police, dont 87% étaient noires. Pour mettre cela en perspective, la police brésilienne tue plus de personnes en un mois que la police américaine tue en une année entière, malgré le fait que les États-Unis aient 100 millions d'habitants de plus. Le système de justice perpétue les inégalités par des sentences biaisées racialement. Les Noirs reçoivent des peines 18,5% plus longues que les Blancs pour le même crime. Un homme noir condamné pour vol reçoit en moyenne 4 ans de prison, tandis qu'une personne blanche pour le même crime reçoit 2,8 ans. Pour les crimes liés à la drogue, la disparité est encore plus grande, les Noirs sont systématiquement condamnés comme trafiquants, les Blancs comme utilisateurs. La nécropolitique brésilienne, le pouvoir de décider qui vit et qui meurt, opère par des opérations policières qui fonctionnent comme des exécutions sommaires dans les communautés pauvres. Le massacre de Jacarezinho exemplifie ce modèle, 28 morts, tous noirs, dans une opération qui a duré 6 heures dans une favela de Rio de Janeiro. Officiellement c'était des confrontations avec des criminels, mais des enquêtes indépendantes ont révélé des exécutions à bout portant et la plantation de preuves. Le marché du travail maintient les Brésiliens noirs dans des positions subordonnées par discrimination systématique. Les CV avec des noms typiquement noirs reçoivent 30% moins d'appels d'entretien que des CV identiques avec des noms blancs. Les cadres noirs ne représentent que 6% des postes de direction dans les grandes entreprises, tandis que 75% des travailleuses domestiques sont des femmes noires. Numéro 4, l'État parallèle du crime, PCC et Commando Rouge. Le Brésil est gouverné non seulement par Brasilia, mais par 2 organisations criminelles qui contrôlent des territoires plus grands que des pays européens, maintiennent des armées mieux équipées que beaucoup de forces armées nationales, et opèrent des systèmes judiciaires parallèles qui rivalisent avec l'État officiel. Le premier commando de la capitale, PCC, contrôle plus de 90% des prisons de Sao Paulo et a étendu ses opérations à pratiquement tout le territoire national et aux pays voisins. Avec un revenu annuel estimé à 35 milliards de reais, le PCC a un budget supérieur à 15 États brésiliens combinés. L'organisation maintient des tribunaux internes, des codes de conduite rigides, et des systèmes de justice qui sont appliqués plus efficacement que les lois officielles. Le Commando Rouge domine le trafic de drogue à Rio de Janeiro et contrôle des favelas où plus de 1 million de personnes vivent sous leur loi. L'organisation offre des services que l'État a échoué à fournir, sécurité contre le vol, médiation de conflits familiaux, crédit pour petites entreprises, et même des enterrements dignes pour les résidents qui ne peuvent pas se permettre des funérailles. La guerre entre factions a transformé des villes entières en champs de bataille. À Fortaleza, les confrontations entre gardiens de l'État, GDE, premier commando de la capitale et Commando Rouge ont résulté en plus de 5000 morts en 5 ans. Les bus sont brûlés comme message, les écoles ferment pendant les confrontations, et les enfants grandissent habitués au son des coups de feu comme bande sonore de l'enfance. Le recrutement d'enfants par les factions atteint des niveaux industriels. Des enfants de 10 ans sont embauchés comme guetteurs, recevant des salaires supérieurs à ceux que leurs familles gagnent dans des emplois formels. À 14 ans, ils sont promus aux soldats, recevant des armes automatiques et un territoire à défendre. L'espérance de vie d'un soldat du trafic est de 2,1 ans, mais des milliers d'enfants choisissent cette vie car c'est la seule opportunité économique réelle disponible dans leur communauté. Numéro 5, milice,
paramilitaires au pouvoir. Rio de Janeiro a créé un monstre encore plus dangereux que le trafic traditionnel, les milices. Formées par des policiers, pompiers, militaires et politiciens, ces organisations paramilitaires contrôlent 57% du territoire de la ville, imposant une dictature violente sur plus de 2 millions de résidents de Rio qui vivent sous leur joug. Les milices de Rio sont du crime organisé en uniforme. Commandées par des agents de l'État qui devraient protéger les citoyens, elles facturent des frais de protection aux commerçants, contrôlent la distribution de gaz de cuisine, Internet, télévision par câble et transport alternatif. Ceux qui refusent de payer sont torturés, ont leurs propriétés brûlées, ou sont assassinés comme exemple. L'affaire Marielle Franco a exposé les connexions entre milices et politiques. La conseillère a été exécutée par des tirs de fusil pour avoir enquêté sur les activités des milices et dénoncé la participation de politiciens élus dans les schémas paramilitaires. 5 ans plus tard, les cerveaux du crime restent impunis, protégés par un réseau qui inclut des députés fédéraux, des chefs de police et des militaires de haut rang. L'affaire immobilière des milices déplace des milliards de reais annuellement. Les groupes paramilitaires envahissent les terres publiques, construisent des condominiums irréguliers et vendent des lots à des familles désespérées de logement. Quand les acheteurs découvrent que les propriétés sont illégales, ils sont déjà pris dans des schémas de dette qui les transforment en esclaves des organisations. Vivriez-vous dans un pays où la police elle-même est l'une des principales menaces pour votre vie? Laissez dans les commentaires ce que vous pensez de cette réalité brutale. La torture systématique pratiquée par les milices inclut des méthodes qui feraient reculer d'horreur les dictateurs historiques. Les tribunaux du crime jugent les résidents pour des infractions comme ne pas payer les frais, critiquer les dirigeants, ou essayer de quitter les zones contrôlées. Les punitions incluent des coups publics, des brûlures au fer chaud, des viols collectifs, et des exécutions diffusées en direct pour terroriser les communautés. Numéro 6, violence policière, l'État qui tue ses citoyens. La police brésilienne est la plus meurtrière au monde en dehors des zones de guerre déclarées. En 2023, plus de 6400 personnes ont été exécutées par la police, transformant les forces de sécurité en l'une des plus grandes menaces pour la vie des citoyens même qu'elles devraient protéger. Les opérations policières dans les favelas fonctionnent comme des exécutions sommaires autorisées par l'État. La police entre dans les communautés pauvres en tirant sans discernement, tue des résidents désarmés, puis plante des armes et drogues pour justifier les meurtres. Le massacre de Costa Barros exemplifie ce modèle, 5 jeunes ont été exécutés par 111 tirs de fusil en revenant d'un barbecue familial. La torture policière est la méthode d'enquête standard. Le perchoir de perroquet, les chocs électriques, la noyade simulée, les coups et brûlures sont des routines dans les postes de police brésiliens. L'affaire Rafael Braga, un collecteur de recyclage torturé pour avoir porté du désinfectant, symbolise comment les pauvres sont transformés en ennemis de l'État et soumis à la violence institutionnelle systématique. Le génocide de la périphérie opère par des opérations de sécurité qui ciblent spécifiquement les populations noires et pauvres. La police tue 4 fois plus dans les périphéries que dans les quartiers riches. Dans les favelas, les opérations policières résultent en morts, dans les quartiers aisés, elles résultent en arrestations et processus judiciaires. La différence raciale et sociale détermine si quelqu'un sera arrêté ou exécuté. Le système de résistance suivi de mort permet à la police d'exécuter des citoyens puis de prétendre à la légitime défense. Les enquêtes ont révélé que la police exécute des personnes désarmées puis tire sur les murs ou en l'air pour simuler des confrontations. Les familles reçoivent des corps criblés de balles avec des rapports qui classifient les exécutions comme résistance à l'arrestation. Numéro 7, système carcéral, l'enfer sur terre. Le Brésil opère le 3e plus grand système carcéral au monde, où 750 000 personnes vivent dans des conditions qui violent toutes les conventions internationales des droits humains. Les prisons brésiliennes sont des camps de concentration où la torture, le viol et le meurtre sont des routines quotidiennes acceptées comme punition pour ceux qui commettent des crimes. Le déficit de capacité maintient 350 000 personnes de plus que la capacité officielle du système. Des cellules conçues pour 8 personnes hébergent 40. Les prisonniers dorment debout, se soulagent dans des bouteilles PET, et développent des maladies respiratoires, dermatologiques et mentales dues au surpeuplement extrême. Les conditions inhumaines incluent le manque d'eau potable, la nourriture pourrie infestée de vers, l'absence d'assistance médicale de base, et des structures physiques en effondrement. Les prisonniers meurent de tuberculose, VIH, hépatite, et maladies complètement prévenables parce qu'ils ne reçoivent pas de traitement médical. Dans beaucoup de prisons, les membres de famille sont forcés d'apporter des médicaments de base comme l'aspirine et les antibiotiques.
Le massacre de Carandiru de 1992, où 111 prisonniers ont été exécutés par la police militaire en une seule opération, symbolise la brutalité du système carcéral brésilien. La police a envahi les pavillons et exécuté les détenus à bout portant, beaucoup déjà rendus et désarmés. 30 ans plus tard, la plupart des policiers impliqués n'ont jamais été punis. Les rébellions simultanées organisées par le PCC montrent le pouvoir des factions dans le système. En 2006, plus de 70 unités carcérales se sont rebellées simultanément, démontrant une capacité de coordination qui surpasse l'État lui-même. Pendant les rébellions, les prisonniers ont pris des centaines d'otages et négocié directement avec les autorités gouvernementales. Numéro 8, travail esclave moderne, 4 siècles après l'abolition. Plus de 130 ans après l'abolition officielle de l'esclavage, le Brésil maintient environ 200 000 personnes en conditions de travail esclave, perpétuant un système qui mélange les méthodes de contrôle colonial avec les technologies modernes d'exploitation humaine. Dans les fermes d'élevage du Pará et Mato Grosso, les travailleurs sont attirés par des promesses d'emploi dignes, puis maintenus en captivité par des dettes impossibles à payer et l'isolement géographique. Les travailleurs labourent du lever au coucher du soleil sans rémunération, vivent dans des cabanes sans conditions sanitaires, et sont empêchés de quitter les propriétés par des surveillants armés. La liste sale du travail esclave inclut plus de 600 entreprises et individus pris en train d'exploiter des travailleurs, mais le système de punition est si doux que beaucoup d'employeurs considèrent les amendes comme coûts opérationnels de maintenir des esclaves. Les abattoirs multinationaux, producteurs de soja et entreprises de construction apparaissent régulièrement sur la liste, puis embauchent des lobbyistes pour nettoyer leur réputation. Abonnez-vous à la chaîne et découvrez plus de réalités bizarres et vérités choquantes que le Brésil cache au monde, parce que ces vérités doivent être exposées. Dans les usines illégales de charbon d'Amazonie, des familles entières sont asservies pour produire du charbon utilisé par des entreprises sidérurgiques qui fournissent de l'acier aux fabricants automobiles internationaux. Les enfants travaillent aux côtés des adultes, exposés à la fumée toxique qui cause des problèmes respiratoires irréversibles. Quand les inspections approchent, les esclaves sont cachés dans la forêt ou tués pour éliminer les preuves. La construction civile exploite des milliers de travailleurs par des contractants qui sous-traitent des services à des entreprises fictives. Les travailleurs vivent sur les chantiers sans conditions sanitaires, travaillent sans équipement de sécurité, et ont leurs documents confisqués pour les empêcher de quitter les emplois. Quand ils se blessent ou tombent malades, ils sont simplement abandonnés sans assistance médicale. Numéro 9, destruction de l'Amazonie, génocide écologique. Le Brésil commet le plus grand écocide de l'histoire moderne par la destruction systématique de l'Amazonie. Chaque minute, une zone équivalente à 3 terrains de football de forêt est déforestée, exterminant des écosystèmes uniques, éliminant les peuples indigènes, et compromettant l'équilibre climatique global. La déforestation illégale est contrôlée par des mafias qui opèrent avec la protection de politiciens locaux et fédéraux. Les bûcherons envahissent les terres indigènes, extraient des arbres centenaires, et laissent des traînées de destruction qui peuvent être vues de l'espace. Plus de 11 000 km² de forêt ont été détruits en 2023 seulement, une zone plus grande que des pays comme le Liban ou le Monténégro. Les mineurs empoisonnent les rivières amazoniennes avec du mercure utilisé pour séparer l'or, contaminant les poissons qui sont la base alimentaire des peuples indigènes. Les enfants Yanomami naissent avec des déformations neurologiques causées par l'intoxication aux métaux lourds. Les adultes développent un cancer, des problèmes rénaux et hépatiques qui les tuent lentement tandis que les mineurs illégaux profitent de millions de leur extrait des terres indigènes. L'accaparement des terres vole les territoires publics par de faux documents et la violence armée. Les accapareurs de terres envahissent les zones de conservation, expulsent les populations traditionnelles, déforestent les forêts, puis vendent les terres aux éleveurs et producteurs de soja. Des millions d'hectares de patrimoine public ont été illégalement privatisés par des schémas impliquant des notaires corrompus, des politiciens locaux et des entrepreneurs de l'agrobusiness. L'élevage illégal transforme les forêts en pâturage pour le bétail qui alimente les abattoirs multinationaux. Plus de 80% de la déforestation amazonienne est causée par l'expansion de l'élevage. Les éleveurs brûlent des millions d'hectares annuellement, éliminant la biodiversité accumulée sur des millions d'années pour créer de l'herbe qui nourrit le bétail destiné à l'exportation. Numéro 10, apartheid social, 2 Brésil en un pays. Le Brésil est l'un des pays les plus inégaux au monde, où 1% de la population concentre 28% de la richesse nationale tandis que 50 millions de Brésiliens vivent en extrême pauvreté, créant deux réalités parallèles qui coexistent sur le même territoire sans jamais se toucher. Les quartiers riches comme Morumbi à São Paulo ou Barra da Tijuca à Rio de Janeiro fonctionnent comme des enclaves fortifiées où les multimillionnaires vivent dans des condominiums avec sécurité privée, héliport, et accès aux services internationaux. À quelques kilomètres, les favelas comme Capão Redondo ou Cidade de Deus hébergent.
des millions de personnes sans accès à l'assainissement de base, l'éducation de qualité, ou l'assistance médicale adéquate. La mobilité sociale est pratiquement inexistante. Les enfants nés dans les périphéries ont moins de 0,5% de chances d'entrer dans les universités publiques de qualité. Le système éducatif offre un enseignement précaire dans les écoles publiques fréquentées par les pauvres, tandis que les enfants riches étudient dans des écoles privées qui coûtent plus que les salaires annuels de familles entières. Les travailleuses domestiques gagnent des salaires inférieurs à 600 reais mensuels pour travailler dans des manoirs où les employeurs dépensent ce montant pour un seul repas. La loi des travailleuses domestiques, qui théoriquement garantissait les droits du travail pour les bonnes, est systématiquement contournée par des contrats informels et des menaces de licenciement pour celles qui exigent le respect de la législation. La différence d'espérance de vie entre riches et pauvres atteint 20 ans. Les résidents des quartiers aisés vivent en moyenne jusqu'à 80 ans, tandis que les résidents de périphérie meurent à 60 ans. Cette différence n'est pas génétique, c'est le résultat d'un accès inégal à la nourriture, la santé, l'éducation et la sécurité. Numéro 11, corruption systémique, la machine pour voler le pays. La corruption au Brésil n'est pas une aberration, c'est le système d'exploitation qui maintient le pays fonctionnant au bénéfice d'une élite politique et d'affaires qui traite les ressources publiques comme propriété privée. On estime qu'entre 10% et 15% du PIB brésilien sont détournés annuellement par des schémas de corruption. L'opération Lava Jato a révélé des schémas de corruption qui impliquaient présidents, ministres, gouverneurs, parlementaires et hommes d'affaires dans un système de corruption qui fonctionnait depuis des décennies. Plus de 400 milliards de reais ont été détournés par des contrats surévalués, des entreprises de construction fantômes, et des comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Le Mensalão a montré comment les votes parlementaires étaient achetés mensuellement par des paiements systématiques aux députés et sénateurs. Le schéma a fonctionné pendant des années, avec des hommes d'affaires finançant l'achat de soutien politique pour approuver des lois qui bénéficiaient à leurs affaires au détriment de l'intérêt public. Les politiciens millionnaires sont élus avec des salaires de 30 000 reais mensuels mais développent des fortunes de millions en quelques années. Les familles politiques comme les Sarney, Collor, Renan Calheiros et autres maintiennent des fortunes à travers des générations qui occupent des postes publics, créant des dynasties basées sur le pillage du trésor public. L'impunité assure que les corrompus sont rarement punis. La juridiction privilégiée protège les politiciens des processus criminels par le traitement dans des cours supérieures qui prennent des décennies à juger les cas. Quand les condamnations arrivent finalement, les criminels sont déjà morts de vieillesse ou ont purgé des peines dans des prisons spéciales avec des commodités d'hôtel. Numéro 12, santé publique effondrée, SUS en soins intensifs. Le système unifié de santé, SUS, théoriquement l'un des plus grands systèmes de santé publique au monde, s'est effondré en pratique, laissant 200 millions de Brésiliens sans accès aux traitements de base et transformant les maladies facilement curables en sentences de mort pour ceux qui ne peuvent pas se permettre la médecine privée. Les hôpitaux publics opèrent comme des scénarios de films d'horreur, couloirs inondés de sang et d'urine, équipements cassés depuis des années, manque de médicaments de base comme la dipyrone et la solution saline, brancards improvisés avec des matelas ensanglantés, et médecins surchargés qui voient 200 patients par shift. Le manque de médecins dans les régions les plus pauvres force les patients à voyager des centaines de kilomètres pour des consultations de base. Des villes entières passent des mois sans médecin, les enfants meurent de maladies prévenables, et les femmes accouchent seules parce qu'il n'y a pas de professionnels pour délivrer les bébés. Les listes d'attente pour les chirurgies électives durent des années. Les patients cancéreux meurent en attendant la chimiothérapie, les personnes avec des problèmes cardiaques meurent en attendant les chirurgies, et les diabétiques ont des membres amputés par manque de traitement adéquat. Le système fonctionne comme sélection naturelle, ceux qui peuvent se permettre la médecine privée survivent. Pendant la pandémie de Covid-19, le SUS s'est complètement effondré. Les hôpitaux se sont remplis au-delà de la capacité, les patients sont morts par manque d'oxygène, les médecins ont été forcés de choisir qui vivrait et qui mourrait par pénurie de lits en soins intensifs. Plus de 700 000 Brésiliens sont morts, beaucoup par négligence gouvernementale et effondrement du système de santé. Numéro 13, éducation en ruine, fabrication d'ignorance. Le système éducatif brésilien produit systématiquement l'ignorance, gardant des millions de jeunes sans qualification de base pour concourir sur le marché du travail et perpétuant les cycles de pauvreté par l'éducation publique délibérément précaire. Les écoles publiques fonctionnent comme des entrepôts humains où les enfants sont stockés pendant 12 ans sans apprendre les compétences essentielles. Les salles de classe ont 50 élèves, les enseignants gagnent des salaires de famine, il n'y a pas de manuel, ordinateur ou laboratoire. Beaucoup d'écoles n'ont pas de toilettes fonctionnelles, bibliothèques ou terrain de sport.
L'analphabétisme fonctionnel affecte 70% des Brésiliens qui ont théoriquement terminé le lycée. Des millions de jeunes reçoivent des diplômes sans pouvoir interpréter des textes simples, effectuer des opérations mathématiques de base, ou comprendre des concepts scientifiques élémentaires. Le diplôme devient du papier sans valeur qui ne garantit pas l'employabilité. Les enseignants abandonnent la profession en masse dû au salaire dégradant, violences scolaires, et manque de conditions de travail. Les États retardent les salaires pendant des mois, forçant les éducateurs à travailler comme chauffeurs Uber ou vendeurs pour survivre. Beaucoup développent dépression, anxiété, et autres maladies mentales dues au stress d'essayer d'enseigner dans des conditions impossibles. Les universités publiques, théoriquement gratuites, sont fréquentées principalement par des étudiants de classe moyenne supérieure qui pouvaient se permettre des cours préparatoires coûteux et écoles préparatoires privées. Les jeunes pauvres, produits de l'éducation publique précaire, ne peuvent pas être approuvés dans les examens d'entrée compétitifs, perpétuant l'exclusion sociale par l'enseignement supérieur. Numéro 14, catastrophe climatique, le pays qui brûle l'avenir. Le Brésil est devenu l'un des plus grands méchants climatiques mondiaux par des politiques environnementales qui priorisent les profits à court terme sur la survie à long terme de l'espèce humaine. Le pays brûle les forêts, pollue les rivières, et détruit les écosystèmes à échelle industrielle. Le réchauffement global a transformé le Brésil en fournaise. Les températures à Rio de Janeiro dépassent 60 degrés Celsius considérant l'indice de chaleur, les vagues de chaleur tuent des centaines de personnes annuellement, et la sécheresse historique dans le nord-est force des millions à migrer vers d'autres régions. Le pays qui devrait mener la lutte contre le changement climatique est devenu partie du problème. L'agriculture prédatrice empoisonne le sol, l'eau et l'air par l'usage incontrôlé de pesticides. Le Brésil consomme 20% des pesticides mondiaux, beaucoup interdits en Europe et aux États-Unis pour causer le cancer. Les fermiers déversent des poisons sur les plantations par avion, contaminant des villes entières et causant des épidémies de cancer dans les régions agricoles. Les incendies détruisent des millions d'hectares annuellement, éliminant la biodiversité et libérant des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Les villes amazoniennes sont couvertes par la fumée toxique pendant des mois, les hôpitaux se remplissent de cas de problèmes respiratoires, et les enfants développent l'asthme chronique en respirant l'air contaminé. Les ressources hydriques sont systématiquement détruites. Les rivières brésiliennes sont devenues des égouts toxiques où rien ne survit. La rivière Tietê à São Paulo est cliniquement morte depuis des décennies. Le São Francisco, rivière d'intégration nationale, agonise due à la pollution industrielle et capture excessive pour l'irrigation. Numéro 15, la machine pour fabriquer le désespoir. Le Brésil a réussi à créer un système social si efficace à produire souffrance et désespoir que des millions de Brésiliens ont complètement perdu foi en la possibilité de changement, créant une population mentalement épuisée qui accepte les barbaries comme normalité. La santé mentale de la population brésilienne s'est effondrée. Le pays a l'un des taux les plus élevés d'anxiété et dépression au monde, avec plus de 12 millions de personnes souffrant de troubles mentaux sans accès au traitement adéquat. Les suicides ont augmenté de 35% dans la dernière décennie, surtout parmi les jeunes qui ne voient aucun avenir dans leur vie. La fuite des cerveaux draine les talents nationaux vers d'autres pays. Médecins, ingénieurs, scientifiques, et autres professionnels qualifiés émigrent en masse, laissant le Brésil sans capital humain nécessaire pour le développement. Les universités publiques forment des professionnels qui sont immédiatement exportés vers des pays qui offrent opportunités et qualité de vie. La violence psychologique de l'inégalité corrode l'estime de soi nationale. Les Brésiliens développent des complexes d'infériorité, acceptent les humiliations comme normales, et internalisent des discours qui blâment les victimes pour les problèmes structurels. L'expression « le Brésil n'est pas pour les amateurs » résume la résignation collective face aux absurdités qui devraient causer la révolte. Les jeunes grandissent sans vraie perspective de mobilité sociale, éducation de qualité, ou sécurité de base. Beaucoup se réfugient dans les drogues, jeux vidéo, ou fantasmes d'évasion parce que la réalité est insupportable. D'autres adhèrent aux mouvements extrémistes qui offrent des explications simples pour des problèmes complexes. L'impuissance apprise est devenue une caractéristique nationale. Les Brésiliens ont appris que protester est inutile, voter ne change rien, travailler honnêtement ne garantit pas la dignité, et suivre les règles est un désavantage compétitif. Cette résignation permet aux élites de perpétuer les systèmes d'exploitation sans résistance significative. Réflexion finale, le prix de l'indifférence collective. Après avoir traversé les coins les plus sombres de la réalité brésilienne, une question hante, comment un pays avec des ressources naturelles abondantes, une population créative, et un potentiel gigantesque a-t-il réussi à se transformer en machine pour produire la souffrance humaine à échelle industrielle ?
La réponse réside peut-être dans la nature même du système qui s'est développé au cours des siècles. Le Brésil n'est pas un pays qui a échoué à se développer, c'est un pays qui fonctionne exactement comme il a été conçu pour fonctionner. Extraire la richesse au bénéfice de quelques-uns tout en gardant des millions en conditions de subsistance qui garantissent la main-d'œuvre bon marché et les votes achetés par des programmes d'assistance minimaux. La violence n'est pas un défaut du système brésilien, c'est une caractéristique essentielle qui maintient l'ordre social basé sur l'inégalité extrême. La corruption n'est pas une aberration, c'est une méthode opérationnelle qui assure le fonctionnement d'une économie basée sur les privilèges et connexions personnelles. La destruction environnementale n'est pas un accident, c'est la conséquence logique d'un modèle prédateur qui priorise les profits immédiats sur la durabilité. Ce qui peut être le plus troublant est de réaliser qu'une grande partie de cette souffrance est acceptée comme normale par la population brésilienne elle-même. Des générations ont grandi croyant que la violence policière est nécessaire, que la corruption est inévitable, que l'inégalité est naturelle, et que protester est une perte de temps. Ce qui devrait causer la révolte est devenu résignation, et ce qui devrait être inacceptable est devenu quotidien. Le Brésil nous force à confronter une vérité inconfortable sur la nature humaine, il est possible de créer des systèmes sociaux où la majorité de la population accepte de vivre en conditions sous-humaines tandis qu'une petite élite vit comme royauté. Il est possible de normaliser des niveaux de violence qui feraient convulser les sociétés civilisées. Il est possible de faire défendre par les victimes les systèmes qui les oppriment. Encore plus choquant est de réaliser notre propre complicité internationale avec ces systèmes. Chaque fois que nous achetons des produits brésiliens sans questionner les conditions de travail, chaque fois que nous visitons le pays comme touristes en ignorant les réalités brutales à quelques mètres des resorts, chaque fois que nous traitons les problèmes systémiques brésiliens comme folklore exotique, nous devenons partie de la machine qui perpétue la souffrance. Le Brésil n'est pas juste un pays distant avec des problèmes uniques. C'est un laboratoire qui montre ce qui arrive quand le développement économique ne vient pas accompagné de justice sociale, quand la croissance bénéficie seulement aux élites, quand les institutions servent les intérêts privés au lieu du bien commun. C'est un miroir qui reflète les potentialités sombres présentes dans toute société qui choisit d'ignorer les injustices tant qu'elles n'affectent pas directement ceux avec privilège. La question qui reste n'est pas seulement sur le Brésil, mais sur l'humanité, est-il possible de construire des sociétés vraiment justes, ou sommes-nous condamnés à répéter les cycles d'oppression ou peu prospères par la souffrance de beaucoup? Le Brésil suggère que sans vigilance constante et lutte permanente pour la justice, toute société peut se transformer en machine pour produire inégalité et violence. Peut-être la leçon la plus importante est que l'indifférence a un prix. Quand nous permettons aux injustices de s'accumuler, quand nous ignorons la souffrance des autres, quand nous acceptons des explications simplistes pour des problèmes complexes, nous créons les conditions pour que des sociétés entières se transforment en systèmes d'exploitation et violence. Le Brésil d'aujourd'hui est le résultat de siècles de choix collectifs. Chaque génération qui a choisi d'ignorer les problèmes structurels, chaque électeur qui a vendu son vote, chaque citoyen qui a accepté la corruption comme normale, chaque personne qui a préféré les privilèges individuels à la justice collective a contribué à créer le pays qui existe aujourd'hui. Et vous, après avoir connu cette réalité brutale qui se cache derrière le sourire et la musique brésilienne, pouvez-vous encore regarder le pays de la même façon? Pouvez-vous encore regarder le carnaval sans penser aux enfants recrutés par le trafic dans les favelas de Rio? Pouvez-vous encore encourager l'équipe nationale brésilienne sans vous rappeler les jeunes noirs exécutés par la police? Peut-être ce sont les questions les plus importantes que nous puissions poser. Pas sur le Brésil, mais sur nous-mêmes et sur quel type de monde nous sommes prêts à accepter par notre indifférence. Et maintenant dites-moi, après avoir connu les horreurs qui se cachent derrière l'image joyeuse du Brésil, qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Imaginez-vous déjà que la réalité pourrait être si violente et inégale? Comment pensez-vous que nous pouvons arrêter d'être complices silencieux de ces tragédies? Laissez dans les commentaires vos réflexions sur comment notre recherche de divertissement peut devenir complicité avec des systèmes qui détruisent des vies humaines. Et si ce contenu vous a fait questionner vos propres perceptions sur le pays tropical que nous admirons tant, partagez-le avec d'autres personnes qui ont besoin de connaître cette réalité. Si vous voulez continuer à découvrir les vérités inconfortables que les pays cachent derrière des façades colorées, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune enquête qui révèle ce qui se passe vraiment dans les coulisses de notre monde. Merci beaucoup d'avoir eu le courage d'affronter ces réalités brutales, et jusqu'au